Madame, Monsieur, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le Sénégal se prépare à fêter son indépendance, 3066 militaires et paramilitaires, 1873 civils pourront défiler du 4 avril qui s'annonce grandiose. L'armée de terre avec ses véhicules, la marine nationale dans les eaux. L'événement rappelle une date historique autour des symboles de la République. Ce soir, la série de reportages se poursuit pour marquer le 56e anniversaire de notre indépendance. Elle s'est imposée dans les systèmes économiques. La finance islamique avec son offre, son potentiel et ses principes gagne des places et rassure. On parle d'un poids financier de plus de 2000 milliards de dollars à travers le monde. Un success story qui attire et qui nous intéresse ce soir dans la rubrique économie. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République a reçu cet après-midi les lettres de créance de 5 ambassadeurs nouvellement accrédités à Dakar. Ils viennent respectivement du Brésil, d'Iran, de Rwanda, d'Inde et d'Italie. Ces diplomates officialisent ainsi leur nomination auprès du président Macky Sall Oumar Nying. C'est une étape incontournable pour un diplomate qui vient d'arriver. Le Brésilien Flavio Lima Rocha a l'honneur d'ouvrir le bal cet après-midi. Il vient déposer entre les mains du chef de l'État sa lettre de créance. Diplomate de carrière, il a fait beaucoup de pays, comme conseiller, chef de section, puis ambassadeur. Nouakchott est son dernier poste avant Dakar. L'arrivée de l'ambassadeur d'Iran, Gashgavi Einola, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères de son pays, il connaît bien l'Afrique pour avoir été en poste à Conakry, Bamako et Tunis. À Dakar, il a une autre occasion d'enrichir son expérience sur le continent. Mathias Abré Mungu est le nouvel ambassadeur de Rwanda au Sénégal. Il a fréquenté de prestigieuses universités, des études qui lui ont permis de travailler dans des domaines aussi importants que l'éducation, le développement, chez lui, mais aussi à l'étranger. Kumar Radjeff, au nom de son pays, l'Inde, consul général à Sao Paulo, puis premier secrétaire au consulat d'Italie. Le diplomate vient rehausser un parcours qui lui a valu un poste de consul général à Sao Paulo et en Italie. Rome, dont voici d'ailleurs le nouveau représentant Francesco Paolo Venier. Lui, il a la diplomatie dans le sang. Né à Buenos Aires, il a suivi son père, lui-même diplomate, dans d'autres pays. Avec ses collègues qui l'ont précédé, ils viennent donc de formaliser leur nomination à Dakar par leurs chefs d'État respectifs. Lutte contre le terrorisme, la France et le Sénégal ensemble pour combattre le phénomène. Le 3e forum de Dakar sur paix et sécurité prévu en décembre prochain se prépare. Le sujet a été abordé au cours de l'audience accordée par le ministre des Affaires étrangères au secrétaire d'État français au développement et à la francophonie. André Valigny boucle un séjour de 2 jours chez nous. Anne-Marie Gomis. Dernier acte de la visite à Dakar du secrétaire d'État français au développement et francophonie, l'audience accordée par le ministre sénégalais des Affaires étrangères. André Valigny boucle ainsi un séjour de 48 heures dans la capitale sénégalaise. L'entretien a permis aux 2 hommes d'évaluer le voyage qui annonce déjà de belles perspectives. Nous avons abordé, comme ils viennent de le dire, des questions assez nombreuses, à commencer par le développement du Sénégal, les partenariats nombreux et constructifs que nous avons dans beaucoup de domaines, transport ferroviaire, développement économique. Et nous avons abordé aussi le fait que le Sénégal vient d'être élu au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est très important, et nous sommes très heureux que le Sénégal, avec sa tradition démocratique, et puis le poids qui est le sien, notamment en Afrique, que le Sénégal puisse siéger au Conseil de sécurité avec une idée très intéressante que porte le ministre sénégalais des Affaires étrangères, à savoir l'importance du thème de l'eau. Eau, paix et sécurité. Des relations très étroites que nous souhaitons renforcer encore si c'est possible, mais elles sont déjà tellement fortes que notre mission, c'est de faire en sorte qu'elles le demeurent. Autre sujet abordé, la lutte contre le terrorisme. Les 2 parties appellent à la mutualisation des efforts pour combattre le phénomène.
Donc nous avons fait le point sur l'état de la coopération, sur la situation sécuritaire en Afrique. Et surtout, j'ai évoqué l'importance que nous accordons au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Forum prévu pour se dérouler à Dakar au mois de décembre prochain. Donc vous savez que ce forum nous l'organisons en coopération étroite avec la France. Il faut renforcer la vigilance. Les autorités sénégalaises en ont conscience, les autorités françaises aussi. Il faut aller vers de plus en plus de coopération entre les États dans le domaine de la sécurité internationale, du partage des informations, du partage des renseignements. Il y a encore trop de cloisonnement, y compris même parfois dans le même pays. Je veux dire, en France, on s'est aperçu depuis quelques années qu'il fallait décloisonner nos services de renseignement. C'est déjà le cas, ça ne l'est pas encore assez. Il faut décloisonner les services de renseignement, il faut partager les informations au sein du même pays, entre les pays de l'Union européenne, je l'ai dit à l'instant, et entre les pays de l'Union européenne et les pays africains, et notamment entre la France et le Sénégal. À 9 mois de l'échéance, les deux pays sont sur tous les fronts pour préparer cette rencontre internationale. Une 3e édition qui devrait aboutir à la mise en place d'importantes stratégies de lutte contre la menace terroriste. Une partie du personnel du sous-secteur de l'alphabétisation vers l'obtention d'un statut juridique. Le processus de validation est l'objet d'un atelier qui devrait aboutir à une meilleure reconnaissance des droits de ces facilitateurs. Pape Collingham. Le Sénégal a capitalisé beaucoup d'expérience en matière d'alphabétisation. Les nombreux programmes développés ont permis de réduire le taux d'analphabétisme. Toutefois, le niveau de formation des acteurs et leur plan de carrière était jusqu'ici négligé. Si aujourd'hui on est là pour parler de validation des acquis, c'est parce qu'il y a déjà des avancées sur le plan de la qualité de la formation et qu'il est temps quand même qu'on puisse faire bénéficier d'un personnel d'un statut juridique qui leur permet vraiment de prévaloir leurs compétences, mais aussi au secteur de l'EBJA d'avoir un niveau de qualité vraiment requis. Des experts de l'UNESCO et des spécialistes du ministère de l'Éducation nationale ont élaboré un document stratégique de validation des acquis des expériences. Un outil qui va sans doute ouvrir des perspectives pour les facilitateurs en alphabétisation. Nous sommes très heureux que le Sénégal, par rapport à d'autres pays à qui on apporte des appuis, est en avance dans la définition en fait et des acquis de l'apprentissage, des acquis de l'expérience, et donc on est arrivé en fait maintenant à des produits tangibles, à la production de documents cadres, des documents juridiques et réglementaires, et également notamment en fait la valorisation des acquis de l'expérience. Nous avons pu mobiliser les meilleures ressources techniques, humaine, et en mobilisant la famille de l'UNESCO du siège à Paris. La DFC, adoptant une approche holistique intégrée, a revu le dispositif de formation dans les centres de formation professionnelle, parce que nous nous sommes dit que tant que nous restons dans la situation où nous sommes, où nous nous enfermons dans des salles pour former nos personnels, il sera difficile de leur attribuer un statut. Donc il faut aller vers les instituts de formation reconnus par l'État, et les centres régionaux de formation sont des instituts officiels de formation de l'État qui assurent la formation initiale mais aussi la formation continue. Donc le dispositif dans ces CFP sont revus et l'EBJA occupe une place dans ce dispositif. Avec ce nouveau dispositif de valorisation des acquis de l'expérience pour les facilitateurs en alphabétisation, le sous-secteur de l'éducation de base des jeunes et des adultes devient plus performant et plus crédible. Comment concilier l'exploitation minière et le respect des droits des peuples résidents? La question est au cœur de la rencontre participative de l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans le secteur extractif. Il s'agit d'un renforcement de capacités visant à mieux outiller les membres de l'Observatoire. Créé en décembre 2015, l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans les secteurs extractifs réunit ses différents membres autour de cette rencontre de partage. Une mise à niveau visant à leur doter de bases de données et d'instruments référentiels en matière de respect des droits des communautés vivant dans les zones minières. Il faut savoir concilier la promotion, la protection des droits humains avec l'exploitation donc des ressources minérales, afin que cette exploitation ait un apport sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, sans pour autant mettre en péril les droits de l'homme. Voilà un peu aujourd'hui l'objectif majeur donc de cet observatoire. Et pour ce qui est de ce séminaire, c'est un séminaire qui tend à une mise à niveau des membres de l'observatoire
pour une appréciation des outils. Nous nous réjouissons et nous saluons comme fondation cette initiative de l'Observatoire qui est une action concrète, maintenant qui suit un travail à long terme. Comme je sais, depuis quelques années, le comité poursuit ce travail de mettre en place l'Observatoire. Mais ce qui est très très important, que vous commenciez à agir donc sur le terrain. Les zones d'opération minière sont très souvent théâtre de conflits d'intérêts entre les communautés et l'administration minière, et c'est dans pareille situation que l'Observatoire est attendu. L'Observatoire qui peut être l'instrument d'analyse, d'observation de ces différents facteurs, de ces différents éléments, pourrait intervenir dans le règlement de certains conflits. Les conflits sont naturels dans le secteur des mines. Mais il ne s'agit pas de conflit vu comme étant une opposition, mais un conflit d'intérêts. Ce conflit d'intérêts peut être réglé dans le cadre d'un observatoire où les différents acteurs, les différentes parties discutent et échangent pour voir quels sont les coûts les plus importants à supporter par la société pour l'exploitation des ressources ou non, quels sont les avantages. Le code de l'environnement, autant de questions qui seront abordées par les participants. Les membres de l'Observatoire seront autour de la table pendant 2 jours. Faire des femmes des Amazones pour la défense et la sécurité, c'est l'ambition du Centre des hautes études de défense et de sécurité. La structure vient de lancer un programme qui cible cette frange de la population. La première session est axée sur l'analyse géopolitique du Sénégal et de la sous-région perspective genre. Fanta Badji. La situation géopolitique de l'Afrique est des plus préoccupantes et cela représente une menace permanente pour le Sénégal. Dès lors, des postures stratégiques s'imposent pour assurer la stabilité sociale et c'est ce à quoi s'attelle le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Le CHEDS veut inscrire les cibles vulnérables, notamment les femmes, au cœur de son programme. Il s'agit pour nous de contribuer à faire des femmes des actrices aptes à apporter des solutions novatrices et pérennes aux menaces et défis sécuritaires, afin de leur permettre de mieux participer aux efforts favorisant la paix et le développement durable. Ce programme pour nous, c'est vraiment d'avoir des femmes qui se sentent impliquées, qui se sentent porteuses de valeurs et qui aient envie d'être réellement des actrices et non pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Nous avons toutes les forces pour être des femmes debout. Le général l'a dit tout à l'heure, il voudrait qu'on soit des Amazones de la paix et de la défense. C'est ce que nous recherchons. Des experts en défense et sécurité sont dès lors invités à présenter la situation géopolitique du continent, plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Une situation marquée par le terrorisme, des crises sanitaires et une grande criminalité. La menace est réelle pour le Sénégal. C'est comme si le Sénégal était un îlot de paix, mais entouré par un océan très trouble, qui peut soit déferler, soit se retirer. Maintenant, l'approche, c'est au niveau de la population et de tout le monde. L'approche, c'est effectivement rester solidaire, ensuite partager l'information. La plupart des menaces concernent nous les femmes. Et nous devons tout faire pour trouver une solution. D'abord, quelle est notre perception de la chose? La perception, c'est qu'est-ce que nous pensons de ces menaces. Et ensuite, nous allons voir comment nous allons contribuer pour la promotion de la paix et de la sécurité. Cette conférence est la première session d'un programme destiné à la gente féminine. Le CHEDS compte aussi mettre à contribution les médias pour partager les informations utiles. L'autre axe prioritaire de ce programme est la promotion de la bonne gouvernance et l'appel à la vigilance afin de prévenir toute menace. Nous ouvrons à présent la série de reportages consacrés à la fête de l'indépendance. Ce soir, entre autres, zoom sur l'intendance des armées. C'est l'un des services qui fait appel à une forte main-d'œuvre. Ce personnel s'occupe de l'habillement des militaires, de leur restauration et de certains matériels pour le travail administratif. Pour en savoir un peu plus, Koumbadira Temar a emprunté les coulisses de ces structures. Atelier de couture de l'intendance des armées, à la veille du défilé, les machines tournent à plein régime et le décor est tout en camouflé. Ce sont des commandes en direction du Cadavril. Par exemple, on a des tenues de l'armée de l'air,
et les tenues de l'école militaire de santé, et les tenues de la marine. C'est dans cet atelier qu'on confectionne les casquettes officiers supérieurs jusqu'aux officiers généraux. En plus des deniers, l'intendance s'occupe de l'habillement complet des militaires. Il y a les tenues, la coiffure, les chaussures, les habits, tout ce dont le militaire sénégalais a besoin pour son épanouissement. Ce magasin fait plus de 500 mètres carrés. Il y a 2 autres encore qui sont des annexes de ce magasin qui en font plus. Tapisserie, menuiserie, bref, tout ce qui est lié au mobilier est réalisé ici. On est en train de faire des conteneurs là, la menuiserie métallique pour sa partition. Nous aussi, après on va donner aux peines. Pour l'instant, on est en train de faire des drapeaux pour le 4 avril. La direction est un service pourvoyeur au niveau des armées qui s'occupe du soutien en termes d'habillement, en termes de campement, de couchage, d'ameublement, de subsistance et de deniers. Dans les différents ateliers, il n'est pas rare de rencontrer des personnels civils au service de l'armée. C'est une collaboration qu'on a eue avec l'armée, c'est-à-dire que cette machine n'existait pas ici au niveau de l'armée. Après, l'armée a acheté ces machines. Comme nous sommes dans ce domaine-là, l'armée nous a appelés afin que l'on puisse venir pour l'accompagner dans ce processus. Donc maintenant, il y a un ensemble une dizaine de personnes qui est dans cet atelier, qui ont fait la sérigraphie, l'impression numérique sur les vinyles. Le concept armée-nation est bien défini au niveau de la direction de l'intendance des armées. Là où vous pouvez voir des militaires, vous pourrez voir là-bas aussi exactement des civils. C'est le résultat, c'est le travail qui compte ici. L'intendance des armées peut abriter de grandes rencontres avec son amphithéâtre et sa salle de réunion VIP. Elle est également dotée d'une salle de spectacle appelée complexe 60 watts. C'est une forme d'ampoule, raison pour laquelle on a nommé ça complexe de 60 volts. La capacité d'accueil de cet espace est de près d'un demi-millier de places. Ce sont des véhicules de combat, de reconnaissance, de soutien et de commandement qui composent une bonne partie du parc automobile de l'armée sénégalaise. Ces véhicules, qui appartiennent à plusieurs bataillons, portent le nom de certains lieux historiques ou figures emblématiques du Sénégal. Du côté de la direction du matériel, les armées, presque toutes les voitures sont sorties pour le défilé motorisé du 4 avril Jean Dior. Un dispositif de véhicules en tout genre sans lesquels l'armée n'aurait pas eu toute sa puissance. C'est le décor que nous offre le bataillon du train qui a accueilli pour les besoins du défilé motorisé, le bataillon de blindés. Il est composé de 5 types de véhicules utilisés dans des circonstances particulières. Les engins blindés roues canon de 105 mm, vous avez les traditionnels automitrages légers de 90 mm, vous avez les Envy, vous avez les camions ateliers et un camion lourd de dépannage. C'est des véhicules de combat. Vous avez dans ce parc des véhicules de combat et des véhicules de soutien. Les engins blindés, c'est des véhicules de combat. Les AML, c'est des engins de reconnaissance. Les Envy, c'est des engins de reconnaissance. Et les 3 camions ateliers et le camion de dépannage, c'est des véhicules de soutien. Après le bas-train, direction la base aérienne de Ouakam. Ce site, qui porte le nom du capitaine Ondala Sissi, a servi de cadre au 1er bataillon, à celui de l'artillerie et au génie pour conditionner le matériel. Le 1er bataillon cette année sera principalement équipé de véhicules de combat d'infanterie, RAM. C'est des véhicules qui peuvent transporter un groupe de combat, capable d'emporter d'un groupe. Vous avez le bataillon du génie, avec ses véhicules de terrassement, ses véhicules de déminage, ces véhicules de forage. Vous avez également le bataillon d'artillerie qui n'est pas en reste, caractérisé cette année par une grosse puissance de feu, notamment avec ses canons de TRF1, 155 mm, ses mortiers de 120, ses mitraillettes de 14,5. Mansawali, Niani, Walo, Brak, Fatick, pour ne citer que cela, sont des noms portés par ces voitures. Le baptême des véhicules de combat a toute une symbolique. Les véhicules font l'objet d'un baptême. Certains, vous avez vu des noms assez caractéristiques, très spécifiques, tirés dans l'histoire nationale, Malo, Aline Sitoé, qui expriment cette capacité de résistance. Vous avez également d'autres noms très spécifiques,
Boudé Djoté, faire face à la mort, qui exprime bien notre devise, on nous tue, on ne déshonore pas. Pendant que certains dépoussièrent et débâchent, d'autres se chargent de la peinture et autres retouches sur ces véhicules dont une partie a été acquise récemment. Une main-d'œuvre mobilisée pour un défilé motorisé digne de ce nom, pour le grand bonheur des populations, mais aussi de celui du chef suprême des armées. C'est l'une des structures qui illustre le mieux le concept armée-nation. L'hôpital militaire de Ouakam, on y soigne plus de civils que de militaires. Oumoubalde. 90% des bénéficiaires des services de l'hôpital militaire de Ouakam sont des civils, ce qui matérialise à suffisance le concept armée-nation. Cette offre de services au large public depuis de longues années et dans plusieurs spécialités médicales a conduit d'ailleurs au changement de statut de la structure sur la pyramide sanitaire du pays. En fait, c'était une petite structure sanitaire qui, après les indépendances, a été remise aux forces armées sénégalaises, on l'appelait IHO. Et petit à petit, les différents chefs qui ont eu à commander les forces armées en ont fait ce que cet hôpital est aujourd'hui, c'est-à-dire un établissement hospitalier militaire de niveau 2. Donc notre mission à l'origine est de s'occuper des militaires et de leurs familles et de notre personnel civil. Mais force est de constater qu'en fait, nous participons plus au service public national. Nous faisons un peu toutes les activités des hôpitaux. Même les spécialités qui nous manquent ici, nous avons les médecins militaires qui sont du CHU de Dantec ou de l'université, qui viennent faire leurs prestations ici, en urologie, en dermatologie, en gynécologie. Nous avons aussi les collègues de l'hôpital principal de Dakar qui viennent ici aussi. Au-delà des nombreux services offerts, le volet social et la rigueur militaire dans le traitement des dossiers des malades font que les patients se bousculent quotidiennement devant les guichets d'accueil. C'est une très bonne organisation parce qu'on ne badine pas sur la maladie d'un individu. Donc tout malade qui vient, tout de suite, on décèle sa pathologie et on l'oriente vers le médecin agréé pour cette pathologie. Une fois les malades orientés, le personnel soignant fait tout pour prendre en charge les cas, parfois au prix de beaucoup de sacrifices. Bon, la maternité représente un service phare de l'hôpital militaire de Ouakam, puisque dans l'année, on reçoit entre 1200 et 1300 accouchements, plus les césariennes. Vraiment, on est débordé. Des cas sociaux. Des sacrifices reconnus par les patients qui tiennent à en témoigner, même en étant sous perfusion. Moi, j'ai une prise en charge qui me donne accès à beaucoup de structures de santé. Mais je préfère cet hôpital. Si toutes les structures du pays fonctionnaient comme celle-là, ce serait vraiment bien. Je pense que ici, on bénéficie d'une bonne prise en charge. Le personnel est très disponible, c'est pourquoi je préfère venir ici à chaque fois que je suis malade. Pour poursuivre cette dynamique d'être toujours au service des citoyens, la structure offre à chaque veille de fête de l'indépendance des soins gratuits au grand public. Cette édition ne déroge pas à la règle. Vendredi et samedi, l'hôpital militaire de Ouakam ouvre ses portes au grand public. À Ziguinchor, la lutte contre le trafic illicite et la contrebande est une affaire de toutes les forces de défense et de sécurité. L'armée, la police, la douane, la gendarmerie, le service des eaux et forêts, le procureur et l'administration pénitentiaire travaillent main dans la main pour éradiquer ce fléau. Ainsi, des résultats probants ont été notés grâce à des patrouilles combinées entre les différentes forces présentes dans la capitale du Sud, Saliou Seck. Ce soir, dans la forêt de Toubacouta, à quelques kilomètres de Ziguinchor, la patrouille des forces de sécurité a porté ses fruits. Les éléments du 5e bataillon et ceux du service des eaux et forêts ont mis la main sur des personnes qui s'adonnaient au trafic illicite de bois. À ce niveau,
nous allons suivre la procédure qui est prévue, c'est-à-dire nous allons saisir le bois, le mettre en lieu sûr, contacter les agents des eaux et forêts et nous allons donc ils vont venir récupérer et continuer la procédure à leur niveau. À Ziguinchor, l'armée, la police, la gendarmerie, les agents des eaux et forêts et l'administration pénitentiaire travaillent d'arrache-pied pour la conservation des ressources et la protection de l'économie nationale. Pour relever ces défis, elles travaillent en étroite collaboration en tout temps et en tout lieu. Ainsi, chaque jour, des patrouilles combinées sont menées pour traquer les trafiquants et les saisies sont fréquentes. À Toubacouta, à une vingtaine de kilomètres de Ziguinchor, un nombre important de bidons de teck et de charrettes utilisées par les malfaiteurs a été saisi par les forces de sécurité. Durant nos opérations, nous saisissons du bois. Donc, quand le bois est saisi, il y a un compte-rendu qui est fait qui est envoyé au niveau de la zone militaire numéro 5 dont nous dépendons. Autant l'armée travaille dans des zones plus reculées, autant nous aussi nous avons des indicateurs qui sont placés dans tous les villages et qui nous informent. Je pense que si on continue comme ça, je ne dis pas que nous allons éradiquer totalement ce fléau, mais nous allons le réduire considérablement. Ainsi, à Ziguinchor, l'instruction donnée par le chef de l'État pour l'implication des forces de défense dans la lutte contre le trafic illicite du bois est très respectée. Chacun joue pleinement sa partition pour sauver ce qui peut encore l'être. On a interpellé des individus qui étaient détenteurs de produits forestiers, c'est-à-dire des bois. On avait reçu des instructions venant du président de la République qui nous a été transmises par le directeur général de la police nationale, nous instruisant de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre toutes sortes de trafics. On pouvait s'intéresser à d'autres trafics, mais étant donné qu'on a ces instructions-là, on les a pris au cours de la patrouille. Maintenant, on les remet au niveau des eaux et forêts, c'est à eux de faire la procédure. Ainsi, main dans la main, armée, gendarmerie et services des eaux et forêts sont aux avant-postes pour la préservation des ressources naturelles et les résultats sont très concluants. Rien qu'en 2015 et début 2016, nous avons saisi plus de 10 camions gris, des quantités énormes de bois, des troncs de toutes sortes, teck, lenké, etc., bois de veine, sans compter les saisies de charbon, et sans compter aussi les interpellations de trafiquants et de délinquants. Zone à forte pluviométrie, la région de Ziguinchor bénéficie d'un environnement menacé par des trafics de tout genre. L'ampleur du phénomène rend indispensable la collaboration des forces de sécurité. Le mois de novembre passé, en menant des patrouilles mixtes au Cap Skirring pour la protection des réceptifs, la gendarmerie y avait interpellé des fraudeurs. La compagnie de la gendarmerie de Ziguinchor, ils ont eu à saisir près de 8 tonnes 500, donc 170 sacs de sucre de 50 kg à Katakalous. Donc c'est une zone un peu d'accès difficile. Quand ils ont fait cette saisie-là, ils ont eu à nous transférer ça. Donc s'il n'y avait pas cette collaboration, donc ce transfert-là n'allait pas se faire. D'autant plus que c'est prévu par le texte. Donc la douane est chargée de la lutte contre la fraude, mais tous les corps militaires et paramilitaires peuvent nous apporter leur concours dans le cadre de nos missions. La collaboration des forces de sécurité et de défense au niveau de Ziguinchor n'est pas un rêve, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose d'effectif, quelque chose qui existe. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas une seule force qui peut effectuer toutes les missions qui lui sont confiées sans l'appui des autres forces. Donc il y a une complémentarité des forces de défense et de sécurité. La collaboration entre les différentes forces de défense et de sécurité est bien réelle en Casamance. Ces dernières années, des centaines de personnes ont été interpellées et selon les autorités judiciaires, la loi a été appliquée dans toute sa rigueur. On a eu plusieurs procédures qui ont été médiatisées également. Et il y a eu également, conformément aux instructions du président de la République, des instructions que moi j'ai personnellement données au délégué du procureur de la République afin que l'accusation soit soutenue pour une répression rigoureuse de ces infractions. Cela a abouti à des condamnations fermes, cela a abouti
à la saisie et à la confiscation de camions et de matériel servant à la coupe de bois qui ont été confisqués au profit de l'État du Sénégal. À Ziguinchor, la majeure partie des détenus qui sont incarcérés ici le sont pour trafic de chanvre indien. Nous recevons également des détenus condamnés pour le trafic de bois. Ainsi, en dehors de la protection des personnes et des biens, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle important pour la protection des ressources naturelles. La lutte contre la déforestation est aussi une façon de participer au bien-être des populations. À présent, je vous propose un saut dans le Grand Bleu, vedette patrouilleur de haute mer, bateau de transport d'engins. Nous vous faisons découvrir ce soir la flotte de la Marine nationale. Ces navires permettent à nos soldats de surveiller les eaux territoriales du Sénégal à tout instant. Tribord, bâbord, en haute mer, avec notre reporter Ibrahim Ondong. Au milieu du Grand Bleu, le défilé de quelques navires de la flotte maritime de l'armée nationale. Il s'agit des différentes catégories de bateaux de la marine. Au total, on distingue 3 types. Nous avons d'abord les petites vedettes que nous appelons des vedettes côtières rapides qui ont la mission de la surveillance à côté des côtes, donc au niveau des ports, au niveau des embouchures des fleuves. Ensuite, il y a les patrouilleurs de haute mer. Ils participent d'une manière efficace aux conditions de travail des marins pour la réussite de leurs différentes missions. Une deuxième composante qui est constituée des patrouilleurs de haute mer, qui sont des navires de plus gros tonnage, qui peuvent aller patrouiller plus loin en mer, donc qui nous permettent de couvrir l'ensemble de la zone économique exclusive du Sénégal. À cela s'ajoute une 3e catégorie de navires, beaucoup plus grands. Des navires qui aident dans le transport de la logistique de l'armée, mais aussi au déploiement des troupes. Des engins de débarquement et d'infanterie de chars, qui sont des bateaux de transport, qui nous permettent de soutenir surtout nos pairs de l'armée de terre et de l'armée de l'air dans le cadre des opérations militaires. Ce qui veut dire que la flotte doit donc être bien armée, comme on le voit avec le Nyambour, tout comme avec le Kédougou. À l'intérieur, le profane est accueilli par un langage particulier que seuls les initiés comprennent. Ce qui suscite notre curiosité. Ça, c'est le langage marin. Tribord veut dire droite et bâbord, c'est la gauche. Donc, par exemple, quand on donne des ordres à la machine, donc on a 2 moteurs avec 2 hélices qui permettent, qui assurent la vitesse ou la cinématique du navire. Donc, tout à l'heure, c'est parce qu'on était dans une zone restreinte. Il fallait tourner le plus rapidement possible sur soi-même. Donc, j'ai différencié les moteurs. Donc le moteur qui est à gauche, donc pour donner des ordres au machiniste, je lui ai donné tout à l'heure l'ordre du tribord avant, pour mettre le moteur gauche en avant, donc la propulsion à gauche en avant, et bâbord arrière pour avoir l'hélice arrière qui brasse vers l'arrière. Donc ça permet au navire de pivoter rapidement. Et une fois en mer, la navigation peut obéir à un système particulier. Quand on est en mer et il n'y a pas de danger, au lieu d'utiliser les moteurs, on va utiliser la barre. En ce moment, on lui donnera des angles de barre avec aussi des termes à gauche-droite ou à gauche 20 ou à droite 20. Dans la passerelle ou cabine de pilotage, nous découvrons un navire de dernière génération avec un dispositif ultra sophistiqué. C'est notre centrale opération où il y a des moyens de communication, on a des radars, on a un ordinateur de navigation et beaucoup de moyens qui nous permettent d'analyser la situation sur zone et de pouvoir avoir la meilleure posture quand on va arriver pour les opérations. C'est d'ailleurs ce qui a valu à la Marine nationale les résultats obtenus ces derniers mois. Rien que dans les 6 derniers mois, nous avons arraisonné 6 navires étrangers qui étaient en situation de pêche illégale dans notre zone économique exclusive. Comme pour dire que dans les eaux sénégalaises, les marins sont toujours alertes pour faire face à n'importe quel défi. Vigilance, anticipation, rapidité. Un triptyque qui en dit long sur le travail de la Marine nationale, à l'image de ce navire qui déchire les flots à grande vitesse.
Tout est fin prêt pour le défilé du 4 avril. La dernière répétition générale a eu lieu ce matin à la base aérienne de Ouakam. Cette année, 3066 militaires et paramilitaires, 1873 civils vont défiler sous le signe des forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. François Sec. Le commande-corps du chef d'état-major général des armées, Mamadou Sow, lance la dernière répétition. Il procède à la revue générale des troupes avant le défilé du 4 avril. Une ambiance bon enfant règne à la base aérienne capitaine Andala Cissé de Ouakam. Au rythme de la musique des forces armées, de chants et parfois de danse, les détachements interarmés s'animent. Harmonie, cadence millimétrée qui nécessite de nombreuses heures d'entraînement, c'est là un avant-goût du grand défilé sur le boulevard Général de Gaulle. Avec ce défilé militaire, la parade des emblèmes permet d'admirer les différents uniformes de notre armée nationale. Pour le défilé civil, toutes les communes d'arrondissement seront au rendez-vous, avec les différentes écoles, les mouvements de jeunesse, les cases des tout-petits, mais aussi les majorettes. Au total, 1873 civils et plus de 3000 militaires et paramilitaires marqueront le pas le 4 avril. Une répétition supervisée par les autorités militaires. Nous sommes globalement satisfaits. Sur le tarmac de la base aérienne capitaine Amdallah Cissé, d'imposantes colonnes de véhicules préparent aussi le 56e anniversaire de l'indépendance. 231 véhicules et 90 motos vont défiler le jour J. Les dernières consignes sont données, objectif final, avoir des hommes et des véhicules au top, parfaitement synchronisés lorsqu'ils salueront le président de la République sur le boulevard Général de Gaulle. Et ce sera précisément à la place de l'obélisque qu'aura lieu ce défilé du 4 avril. La subdivision des douanes de Ziguinchor a intercepté 70 boulettes de cocaïne d'une valeur de plus de 47 millions de francs CFA. Cette saisie effectuée par les agents des douanes basés en Pâques à la frontière avec la Guinée-Bissau a permis de mettre la main sur un jeune de 26 ans. Au-delà de cette drogue, des médicaments périmés ont été saisis. Abdelaziz Bana. Ces 70 boulettes de cocaïne ont été saisies en Pâques à la frontière avec la Guinée-Bissau. C'est au cours d'un contrôle que les agents des douanes ont intercepté cette drogue. Les agents des douanes qui sont en poste à Umpac ont eu à contrôler un véhicule Peugeot 505, communément appelé les 7 places. Donc au cours de ce contrôle, les passagers ont été invités à se présenter au niveau du poste pour les contrôles approfondis avec leurs bagages. Donc il y a un jeune de 26 ans qui a essayé de se soustraire un peu à ce contrôle-là, ce qui a un peu attiré l'attention des agents. Donc après la fouille du sac au dos, on a découvert une marchandise de 70 boulettes. Donc après les tests qui ont été effectués avec le service régional d'Occultis, ça s'est révélé être de la cocaïne. 70 boulettes de cocaïne, la quantité c'est 11,4 grammes par boulette, ce qui nous fait 798 grammes de cocaïne pour une valeur estimée à 47 880 000 francs CFA. Cette opération a aussi permis de mettre la main sur les médicaments périmés. C'était sur un véhicule Hilux 4x4, il venait de la Gambie. Au niveau du poste de douane de Mpac, ils ont dit avoir importé des médicaments, disant que c'était des dons. Donc après la vérification, non seulement ils n'avaient pas l'autorisation, parce que pour importer des marchandises, il y a des procédures, il faut le visa de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et en plus de cela, c'est des médicaments dont les dates de péremption sont expirées depuis. Donc c'est des médicaments qui 2014 ou 2015 pour les dates d'expiration, donc ça devient pratiquement un poison pour les populations. C'est l'occasion aussi de sensibiliser les populations par rapport à nos missions sécuritaires. Il y a des produits qui sont dangereux, qu'on dit importés, soit disant c'est des dons ou autres, et les populations doivent être informées par rapport à ça. Ainsi, grâce aux soldats de l'économie, ces saisies ont été effectuées, ce qui témoigne du rôle important que joue la douane dans cette partie sud du pays.
Avec un poids financier de plus de 2000 milliards de dollars, difficile de le contourner. Il s'agit bien de la finance islamique qui a fini de séduire au-delà du monde musulman. Son offre, son potentiel et ses principes ont fini de convaincre même ceux qui affichent une certaine méfiance ou un brin de scepticisme. Le success story de la finance islamique, c'est dans la rubrique économie de cette édition avec Aram Nawa. C'est l'une des dernières nées de l'industrie de la finance. Mais en voilà une cadette qui est en train de faire des pas de géant. C'est dans les années 1960 que la finance islamique, dans sa version moderne, a pris forme. En l'espace de quelques décennies, elle a réussi à peser très lourd 2000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée de 2000 milliards de dollars, le budget de l'État du Sénégal ne fait pas 6 milliards de dollars. Donc c'est plus de 200 fois plus grand, 400 fois j'allais dire, plus grand que le budget du Sénégal. Aujourd'hui c'est une finance qui est utilisée par plus de 500 institutions financières à travers le monde. Vous allez le trouver dans les pays musulmans, bien entendu, comme le Soudan, comme l'Arabie Saoudite, la Malaisie, mais aussi même dans des pays qui ne sont pas musulmans. Vous pouvez citer la Grande-Bretagne, vous pouvez citer Hong Kong, et même la Chine a annoncé qu'elle va s'y mettre. Donc pour vous dire que c'est une finance qui est très développée à travers le monde et qui croît à un taux de plus de 17%. Interdiction du riba comprenait l'intérêt, exigence d'équité dans les termes des contrats, interdiction d'investir dans des secteurs illicites ou haram, drogue, alcool, entre autres, partage également des risques. Voilà ce qui fonde les principes de la finance islamique, une finance qui plus est très, voire excessivement liquide. Vous prenez le secteur des soukouk. Une étude menée par Thomson Reuters a montré qu'il y a un excès de demande de soukouk évalué à 230 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a une demande de soukouk évaluée à 230 milliards de dollars qui n'est pas satisfaite. Donc c'est énorme comme excès. Créditée par des institutions comme la Banque mondiale et le FMI, la finance islamique a fini de convaincre. Le Sénégal s'est bien laissé séduire. Nous avons récemment, en 2014, utilisé les obligations islamiques qu'on appelle les soukouk. Et donc, pour un montant de levée des capitaux, donc pour un montant de 100 milliards de francs CFA, qui ont permis, entre autres, de financer des projets, notamment au niveau du PSE. Le ministère a été même primé donc pour ce soukouk, la structuration de ce soukouk. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un instrument que l'État intègre dans la mobilisation de ressources. Le Sénégal est dans une logique de diversifier les instruments de financement de l'économie et d'élargir l'offre, ce qui justifie la présence d'une banque islamique à côté d'une vingtaine de banques conventionnelles. Les banques islamiques ont un rôle important à jouer en ayant en face l'État. Elles ont également un rôle très important à jouer en ce qui concerne le financement de l'économie, de certains secteurs stratégiques de nos économies, comme le secteur de l'énergie. Nous y sommes présents au Sénégal, le secteur des télécoms, nous y sommes présents, les matériaux de construction, l'agriculture, au regard de son offre. En dehors même des questions de croyances religieuses, c'est un système de financement basé sur le partenariat qui correspond aux attentes des PME généralement, qui n'ont pas de garantie, qui ont besoin de partenaires bancaires. Si la finance islamique force aujourd'hui le respect, c'est qu'elle a également su résister aux crises que le secteur a connues. Mais elle a bien des défis, le contrôle de conformité à la charia surtout. Il faut qu'il se soucie donc de la formation des cadres et des experts de charia. Parce que on a demandé à quelqu'un la priorité de la finance islamique, donc il a répondu la formation. On a dit il a dit la formation. Et ensuite, il a dit la formation. Donc nous, on est en train de sensibiliser donc l'opinion publique et les autorités et les institutions financières, mais aussi promouvoir nos langues nationales aussi. La formation et le cadre réglementaire
le Sénégal reconnaît leur caractère indispensable au développement de la finance islamique. D'autant plus qu'un projet de microfinance islamique est en vue dans le pays, sans compter le WACF qui est renforcé au Sénégal et qui n'est rien d'autre qu'une charité efficace pour prendre en charge des besoins sociaux tels l'éducation et la santé. La rubrique économie, c'est tous les jeudis. Référendum du 20 mars, la coalition pour l'émergence Taxawu Sénégal se félicite de la victoire du courant du oui. Par la même occasion, le coordonnateur de la CPE a invité toute la classe politique à un dialogue constructif. La coalition pour l'émergence Taxawu Sénégal était en conférence de presse ce jeudi. Pape Kolingom. Cette rencontre avec la presse est une occasion pour la coalition pour l'émergence Taxawu Sénégal de faire le bilan et les perspectives des référendums du 20 mars dernier. Les principaux leaders de la coalition pour l'émergence ont participé activement à la campagne dans les différents comités électoraux des localités, de leurs localités respectives. Et je vous ai même dit qu'un leader de la coalition pour l'émergence, en l'occurrence Samba Karanyai, a battu campagne à l'extérieur, notamment en France. Et cela a contribué largement à la victoire. Pour Maître Ousmane Seye et ses camarades, le référendum a été dénaturé par l'opposition qui n'avait ni thème ni argument pour battre campagne. Le référendum, c'est une consultation populaire. Le camp du non en a fait une élection pour ou contre Macky Sall. Et à leur détriment, à leurs frais et à leurs dépens. Parce que finalement, le camp du oui l'a emporté à 62,9%. Et j'ai déjà dit ici que s'il s'agissait d'une élection présidentielle, le président Macky Sall l'aurait remporté au premier tour. Si le camp du non l'avait emporté aujourd'hui, ce camp aurait exigé immédiatement la démission du président Macky Sall. La coalition pour l'émergence Taxawu Sénégal a aussi invité toute la classe politique à un dialogue concerté et constructif. Le président Macky Sall a toujours appelé au dialogue. Et il y a des partis politiques qui ont toujours refusé de répondre à son appel. Ça, tout le monde le sait. Et ce que j'ai dit, avec l'adoption par le peuple sénégalais du statut de l'opposition et de son chef, il y aura une loi pour mettre en œuvre le statut de l'opposition et de son chef. Le dialogue social est primordial. Aujourd'hui, ce qui est urgent, plus urgent que le dialogue politique, c'est le dialogue social. Le dialogue avec les syndicats d'enseignants, les syndicats de travailleurs, les syndicats de santé et surtout les syndicats d'enseignants. Parce que quand même si les revendications sont légitimes, il faut que ces revendications soient raisonnables. La CPE est une coalition de 18 partis politiques, tous membres du Benno Bokk Yakaar. Son objectif est de renforcer et consolider les valeurs de la République, conformément aux recommandations du chef de l'État Macky Sall. 2 trophées dans la tasse. Et voilà Kékéliba qui reste au sommet. L'émission que vous regardez sur les antennes de la RTS a reçu le prix de la meilleure matinale au Sénégal, décerné par les organisateurs de la Calebasse d'Or, et une autre distinction par les promoteurs de la SCOFI, scolarisation des filles. Le directeur général de la RTS a reçu l'équipe qui nous sert la fameuse tisane, Anaïs Nyanyamane. Après avoir été primé par le Comité national des enseignantes pour la SCOFI et par les organisateurs des Calebasses de l'excellence, Kékéliba a présenté ses 2 trophées au directeur général de la radiodiffusion télévision sénégalaise. L'émission est considérée comme la meilleure matinale du Sénégal pour la 2e fois de suite. Il n'y a que le travail qui paye. C'est le travail d'une équipe qui a été récompensée par 2 structures. Si on suit bien l'émission, on regarde bien les rubriques qui composent vraiment cette émission, sont des professionnels qui les animent avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. On est content au réveil d'allumer sa télévision et de tomber sur ces visages radieux. Et ça donne du goût à aller travailler et à bien travailler le matin. Ces 2 distinctions ne sont pas pour Kékéliba, c'est pour la RTS dans son intégralité et dans son entièreté. C'est vraiment toutes les équipes techniques et éditoriales qui ont été récompensées à travers ces 2 distinctions. Pour maintenir le cap, l'équipe de Kékéliba demande plus de moyens. On va encore trouver les moyens pour renforcer les acquis
parce que c'est maintenant que c'est plus dur pour vous, parce que vous êtes considérés comme les meilleurs, et je souhaite que vous restiez les meilleurs. Cette équipe jeune, pleine d'enthousiasme, promet de travailler davantage afin de servir chaque matin un Kinkeliba de qualité aux téléspectateurs du Sénégal et d'ailleurs. Encore. Félicitations. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène en France, en Afrique du Sud et au Mali. Dans ce pays, un important chef djihadiste, Souleymane Keïta, a été arrêté près de la frontière mauritanienne. C'est un Fall. Les services de renseignement du Mali le traquaient depuis un moment. Il a été signalé en Guinée, en Sierra Leone, en Gambie, puis de retour au Mali, où il a été arrêté. Souleymane Keïta était l'un des hommes les plus recherchés au Mali. Il est considéré comme le représentant dans sa résidence.